Bonjour à tous. Il est 9h15, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Bienvenue sur ce nouveau webinaire à Duvou. On s'était vu il y a quelques semaines pour parler RPA en comptabilité. Et aujourd'hui, avec Alexandre, on réaborde le sujet de la RPA, mais cette fois-ci sous l'angle des ressources humaines. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Alors peut-être Alexandre, tu peux te présenter un petit peu succinctement pour nos invités du jour. Tu es directeur d'activité outsourcing et digital et consulting chez Aduvou. Oui. Ton métier globalement, en quelques mots. Donc je vais présenter Aduvou. Aduvou, on est une société qui de services et nous faisons nous avons 3 offres qui sont l'externalisation. On prend en charge des activités, que ce soit en RH, en finance et en achat. Et on prend en charge des activités avec nos équipes pour le compte de nos clients. L'autre activité que nous faisons, c'est du staffing. Donc, on met à disposition de nos clients des ressources, des compétences et qui sont intégrées dans leurs équipes pour évoluer et traiter l'activité au quotidien. Et la 3e activité que nous avons, c'est du conseil. Nous apportons des conseils en organisation, en gestion de flux, ainsi que des solutions logicielles et applicatives à nos clients. Et c'est dans ce cadre de cette BU de conseil et digital qu'on s'est penché rapidement sur les dossiers du RPA, donc l'automatisation des processus. Et c'est grâce à cela que nous sommes légitimes pour vous en parler, puisque nous mettons ça en œuvre dans nos équipes et pour nos clients depuis quelques années maintenant. Alors, peut-être qu'effectivement, ce que l'on va commencer par faire, c'est de redéfinir ce qu'est la RPA. Voilà, pour essayer un peu de cerner le sujet et de voir comment après on déroule le sujet sur les ressources humaines. Alors là, vous avez une belle définition du RPA, qui est l'automatisation robotisée des processus. C'est une technologie où on programme des robots, des logiciels qui permettent de réaliser des tâches souvent répétitives à faible valeur ajoutée en répétant le geste humain. Donc ça, c'est la définition. Maintenant, avec Memo, qui ne suis pas un développeur RPA, qui est un utilisateur du RPA, le RPA, je le considère comme l'équivalent d'une macro Excel étendue à l'ensemble de votre environnement de travail, que ce soit votre environnement Windows, dès le moment où vous connectez à votre ordinateur, l'ensemble des logiciels que vous utilisez sur votre poste de travail, mais également toutes les connexions sur les réseaux, les in-share, les drives partagés, etc., que vous avez à disposition. Donc, c'est des robots qui sont capables d'interagir avec l'intégralité de votre environnement de travail. Alors, quand on préparait ce webinaire, tu me parlais de robots simples et de robots complexes, parce que finalement, on a une catégorisation dans les outils que tu utilises auprès de nos clients. Alors, la promesse des éditeurs de logiciels de RPA, c'est de rendre accessible à tout à chacun l'utilisation de robots pour automatiser ses propres tâches de travail. Il y a quand même des tâches plus ou moins complexes à automatiser. Et ce que chacun peut faire, c'est ce qu'on appelle rapidement des robots simples. Un robot simple, c'est je reçois un mail, je vais chercher la pièce jointe et j'enregistre la pièce jointe automatiquement dans un dossier. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot simple. J'ai une application que je contacte, j'ai un statut, mail non lu, avec une pièce jointe. Donc, c'est très simple, j'ai pas de décision à prendre. Et derrière, le robot va, comme vous, télécharger pièce jointe, enregistrer sous, et on va lui dire dans quel dossier le mettre systématiquement. Ça, c'est quelque chose de simple que vous et moi savons développer en quelques heures. Ensuite, on peut avoir des robots complexes. Un robot complexe, c'est un robot qui va avoir un arbre de décision lourd.
avec plusieurs itérations. Et il va falloir couvrir avec ce robot plusieurs cas de figure, tous essayer de tous les envisager, ce qui est le plus compliqué, ou d'en couvrir le maximum. Et ensuite, ce robot, il va devoir, le robot complexe, souvent, il est en interaction avec plusieurs environnements. Votre PC, le Drive, Internet, il y a des temps de réponse qui peuvent être différents, il y a des pages qui ne se chargent pas bien, qu'il faut recharger. Et dans ces cas-là, on commence à passer beaucoup de jours, voire de semaines, à développer des robots complexes. Un exemple de robot complexe, très complexe à mon sens, sont des robots qui mêlent RPA et intelligence artificielle. C'est-à-dire que le robot est capable non pas de détecter un mail, mais d'aller lire et comprendre le mail en utilisant un équivalent de ChatGPT, par exemple. Derrière, en fonction de ce qu'il comprend du mail, il va déclencher des actions, il va aller chercher des informations, et ces informations, il va les mettre en forme en rédigeant un mail ou en remplissant un formulaire et en renvoyant une réponse à un utilisateur qui aurait posé cette question par mail ou par un formulaire. Donc, voilà, ça c'est ce que j'appelle un robot complexe. Plusieurs interactions, des décisions à prendre, des informations à aller chercher, à remettre en forme dans un autre environnement. Voilà. D'accord. Alors finalement, pour en revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui des ressources humaines, quels sont les domaines d'application que toi tu vois de la RPA dans le domaine des ressources humaines? Alors, dans le domaine des ressources humaines, on a beaucoup de tâches qui sont chronophages. Par rapport à d'autres domaines, on n'est pas dans un milieu où on traite des millions et des millions de data, de données, et avec des temps de traitement très lourds. On est plutôt sur des tâches répétitives, mais comme il y a de l'humain derrière, il y a des hommes, on peut pas se tromper, on peut pas se tromper sur la paye, on peut pas se tromper sur des contrats, sur des notes de frais. On peut pas se tromper. Donc, l'avantage que je vois au RPA, c'est aussi d'assurer une qualité des données, pas d'erreur de copier-coller, pas de champs mal remplis, non remplis. Voilà, donc je vois en termes de ressources humaines, le RPA, je le vois vraiment sur la qualité des données, donc sur la partie contractuelle, sur récupérer les informations de type identifiant de sécurité sociale des collaborateurs ou des nouveaux collaborateurs. Voilà. Ensuite, les RH, on est quand même en interaction avec beaucoup de départements dans les sociétés. On est déjà en interaction avec le personnel, avec les services paye, avec le business, les métiers. Et il y a énormément d'infos qui transitent. Et le RPA, alors, sauf à avoir des solutions de formulaire très avancées, le RPA permet d'automatiser, de systématiser l'envoi de formulaires, de workflows aux autres interlocuteurs de la société. C'est pas oublier d'envoyer à la sécurité, une semaine avant l'arrivée d'un nouveau collaborateur, la demande de badge. Voilà, c'est des choses qui vont être systématiques et le RPA va nous aider. L'idée, c'est vraiment de libérer du temps. Quand on utilise le RPA en côté RH, c'est de libérer du temps aux collaborateurs RH sur ces tâches chronophages pour qu'ils puissent aller interagir, on va dire humainement, et se pencher sur des sujets plus complexes ou qui méritent plus d'attention de la part des collaborateurs. C'est remettre de l'humain. C'est remettre de l'humain, ouais. Côté RH, c'est vraiment ce qu'on constate, qu'on a plus de temps ensuite pour des situations un peu plus complexes. D'accord. Ok. Et sur, finalement, comment est-ce qu'après, toi, tu vas, utiliser la RPA dans les RH? Finalement, tu découpes cette approche-là en 3 étapes principales. Oui. J'ai un petit peu dit au début avec la promesse des éditeurs en nous expliquant que le RPA était une solution magique. C'est pas la solution à tous vos problèmes. Nous, ce qu'on fait quand on intervient pour nos équipes ou pour nos clients,
La première chose, c'est de vraiment comprendre, alors soit le problème, soit le pourquoi de la tâche chronophage, et bien l'expliquer et la mettre sous forme de processus. Donc, comprendre ce qu'on fait. Derrière, avant de se lancer dans du développement, on va essayer d'optimiser et de simplifier. Plus le processus est simple, plus il est compréhensible, moins il y a d'arbre de décision, plus on sera efficace, moins on aura de chances de se tromper. Et derrière, je ne suis pas là pour faire du RPA pour du RPA. Ce que je vais essayer de faire avec mes équipes, c'est de réintégrer ce nouveau processus, simplifier, optimiser dans votre environnement, dans vos ERP, dans vos applications. Il y a quand même maintenant beaucoup de solutions qui sont très efficaces, qui savent interagir aussi. Je ne vais pas dire qu'elles savent tout faire, mais voilà, les outils du marché actuellement sont quand même fortement évolués. Et c'est quand même surprenant qu'on soit obligé de ressortir encore des fichiers Excel, etc., faire des choses à la main. Donc, on va essayer d'abord de remettre ça dans votre environnement de travail. Et derrière, si on n'y arrive pas, ou si le délai pour mettre ça en œuvre dans votre environnement de travail applicatif est trop long, eh bien, on va développer du RPA. Alors, ça peut être vu comme une rustine, on va dire, une pastille, en attendant que la solution pérenne maintenue par votre organisation soit développée. Ou alors, on se lance dans un développement plus costaud en se disant que la solution RPA va être implémentée pour toujours, en tout cas pour un long moment. Et dans ces cas-là, il faut se mettre en condition de pouvoir la maintenir et de la faire évoluer. D'accord. Ok. On utilise soit les solutions RPA des éditeurs, mais il y a d'autres outils de programmation qui nous permettent d'automatiser également des tâches. C'est moins packagé, il faut être un peu plus développeur, plus technique pour les utiliser, mais l'automatisation ne passe pas uniquement par le RPA. D'accord. C'est un outil en plus qu'on utilise, très utile, qui va vite, qui permet d'avoir des résultats très très rapidement. D'accord. Justement, comment est-ce que tu vas finalement déployer la RPA de façon concrète auprès de tes clients? Alors, le RPA, comment ça marche? Le RPA, on a un environnement de développement, donc on va développer on va coder ce qu'on veut que le robot exécute, tâche par tâche, brique par brique. Une fois que ce code est disponible, la manière la plus simple, c'est d'avoir une licence sur son poste de travail, et quand la tâche se présente, on lance le robot. C'est-à-dire qu'on nous-mêmes, on constate qu'on a besoin d'exécuter la tâche automatisée, et on va venir double-cliquer sur un petit bouton, et ça va lancer la tâche, le robot va s'initialiser et traiter la tâche. Là, c'est ce qu'on appelle le développement de l'utilisation de robots au poste. Un des sujets, c'est qu'il faut avoir autant de licences que de postes. Et pour certains outils RPA, la licence n'est pas gratuite. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a une autre manière de le faire, c'est-à-dire qu'on va avoir des robots virtualisés qui vont être dans des environnements virtuels, des machines virtuelles. Et ces robots, on va pouvoir les lancer à distance et ils vont pouvoir exécuter la tâche à votre place sans pour autant monopoliser votre poste de travail, le poste de travail du collaborateur. Donc, ça permet de se focaliser sur une autre tâche pendant que le robot travaille, on va dire, en temps masqué. Ces robots-là, ils peuvent travailler la nuit également. Ils peuvent travailler le week-end, enfin voilà, ils peuvent faire des gros chargements le week-end, etc. Et on commence à avoir des planificateurs de robots. Donc, ce sont des robots qui vont gérer les robots. Et ces robots vont en fonction de la charge, en fonction d'horaires prédéfinis, lancer les autres robots. Donc, on commence, ça s'appelle un orchestrateur chez un éditeur. Voilà, donc on peut avoir quelque chose d'assez complexe avec des robots qui gèrent des robots dans des machines virtuelles. Si l'ambition est d'avoir beaucoup de robots, c'est la solution qu'il vous faut. C'est la solution la plus efficace
la moins chère en termes de licence. En revanche, dès le départ, il faut développer en sachant qu'on va interagir avec un environnement virtuel. Ouais. C'est assez compliqué, enfin, pas compliqué, mais ça prend un peu de temps de reprendre des robots qui ont été développés tout à chacun au poste et après de les mettre sur des machines virtuelles pour que ça marche. Ouais, il y a tout seul. Voilà. Il y a une vraie préparation de projet. Le sujet de la maintenance, c'est pas neutre. Oui, c'est ça. Alors après, la question après, c'est comment est-ce que on peut intervenir? Tu parlais tout à l'heure des licences. Oui. Effectivement, ce que tu disais, c'est que c'est un véritable sujet sur la thématique du RPA. Oui, le sujet des licences est structurant. Nous, quand on intervient chez vous, alors le RPA, vous pouvez en faire tout seul. Hein. Vous pouvez développer avec une licence assez facilement. Vous pouvez en trouver sur des licences gratuites pour commencer à développer et tester. Dès lors que vous allez vouloir aller sur des robots un peu plus complexes et que vous allez peut-être devoir faire appel à des personnes certifiées, parce qu'il faut être certifié et avoir un langage de programmation strict, vous pourriez faire appel à nous. Et pour intervenir chez vous, on peut intervenir. Donc, c'est plus simple. Vous avez déjà vos licences. Elles sont déjà validées dans votre environnement. Et là, vous nous mettez à disposition des PC, des users dans votre entreprise et nos développeurs, avec les droits qui vont bien, pourront développer et réaliser les actions que vous souhaitez. Ça, c'est le plus simple. On peut aussi le faire avec vos licences dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est capable de développer pour vous à distance en utilisant le cloud, oui, les environnements partagés des éditeurs, et derrière, c'est vos collaborateurs qui iront utiliser ces robots. Ça permet de réduire fortement le nombre de licences, et ça nous permet, dans un premier temps aussi, de faire des tests d'époque avec vous sans trop investir. Et après, si je sors du RPA, il y a des outils de programmation type PowerShell qu'on peut utiliser assez facilement, gratuitement, et qui permettent aussi, sous réserve de savoir programmer un peu plus, qui permettent d'automatiser. D'accord. On va rentrer un petit peu dans le concret pour donner quelques exemples des interventions que tu réalises sur l'interaction que tu as avec effectivement les environnements clients, sur la façon dont tu travailles concrètement et des exemples parce que je pense que c'est ce qui parle toujours le plus sur ce sujet de la RPA. Ouais. Ce qu'il faut savoir avec la RPA, c'est que un robot, je sais pas, qui permet un robot simple qui permettrait de prévenir quelqu'un de l'arrivée d'un collaborateur. Ce robot-là, même si je l'ai développé pour une société, dans un environnement semblable à celui de votre entreprise, je ne sais pas faire du copier-coller. On ne sait pas. Ça ne se copie-colle pas. On ne peut pas vous mettre à disposition des robots déjà développés. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est d'être avec vous dans votre environnement applicatif et de customiser vraiment la solution pour votre entreprise. On ne saura pas vous donner un robot tout fait. En revanche, comme on a déjà exécuté ce processus dans notre entreprise, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, donc on ira plus vite en termes de développement. Et ce qu'on fait dans notre méthodologie, c'est que on a développé tout un tas de petites briques très très élémentaires qui sont se connecter à SAP, se connecter à Workday, c'est interroger une transaction, c'est sauvegarder un fichier. Toutes ces briques élémentaires, par ERP, on les a déjà. Et ce qu'on va venir faire, quand je dis qu'on va designer pour vous la solution, c'est qu'on va venir assembler ces briques et les adapter vraiment à votre environnement. Donc, on est vraiment
dans de l'efficacité, puisqu'on sait déjà se connecter et interagir avec beaucoup de systèmes. Oui, développer finalement le robot qui est parfaitement adapté à l'environnement. C'est ça. Dans notre méthode, concrètement, eh bien, on va avoir un consultant métier. Alors, on le fait dans plusieurs domaines, hein, mais dans votre cas, ce sera plutôt orienté RH, qui va venir s'asseoir au poste de travail avec votre collaborateur pour voir ce qu'il fait, comment il le fait, le questionner, challenger un peu. Ensuite, vérifier si avec d'autres collaborateurs, on suit en effet la même méthodologie et que le processus est bien mature, ouais, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas et que tout le monde le respecte, qu'il n'y a pas trop de si, et de cas d'exception, en fait, et que tout le monde traite les expressions de la même manière. Donc, une fois on s'est assuré de l'uniformité du processus, le développeur va, en partenariat avec le consultant métier, va venir proposer une solution, RPA ou pas, mais souvent orienté RPA quand même, et voir donc si on le développe au poste ou si on souhaite le développer en fonction des temps aussi, des temps de traitement, voir si on veut le développer sur des serveurs. Donc, à eux deux, ils vont vous proposer la solution la plus appropriée. Et également, si vous n'avez pas encore d'éditeur ou de licence, vous venir proposer la solution. Vous avez tous, pour beaucoup, une suite Microsoft. Et dans Microsoft, il y a un petit outil d'automatisation, un outil d'automatisation qui s'appelle Power Automate. Cet outil, il vous permet de réaliser gratuitement, ou sous réserve d'avoir une licence Office, d'utiliser tout un tas de briques avec des connexions déjà créées entre les outils de la suite Office. Et si les arbres de décision, si les évolutions ne sont pas très importantes, s'il n'y a pas beaucoup de paramètres, qu'on reste sur des choses simples et pas trop complexes, eh bien, on va essayer de vous proposer de le développer dans Power Automate et de le lancer à votre poste. En revanche, si ça n'est pas possible ou si ça suppose d'aller très loin dans les fonctionnalités de Power Automate, il y a des outils du marché tels que Blue Prism ou UiPath qui sont très efficaces, qui sont faits pour ce type de problème, qui sont plus complexes, plus en avance pour l'instant, et on vous proposera de développer dans telle et telle solution votre robot. D'accord. Voilà. Après, derrière, en termes d'exemple de robot, côté RH, un robot simple, pas très lourd, on va dire, c'est publier sur tous les dashboards que vous utilisez les offres d'emploi. Eux, leur interface graphique, interface évolue assez peu. Une fois qu'on a expliqué au robot comment travailler, comment aller remplir les formulaires de dépose d'annonces, eh ben, vous n'avez plus qu'à lister les annonces à aller poster, les dashboards que vous souhaitez, et derrière, il va aller publier en votre nom toutes les offres. On peut aussi avoir, je vous l'ai dit, ça se fait beaucoup, c'est l'automatisation des workflows avec des jalons en disant 10 jours après l'arrivée du collaborateur, organiser un rendez-vous avec tel et tel service. Voilà. Donc ça, ce sont des reminds ou des workflows qui vont être envoyés par les robots. Ça se fait très, très bien. Ça se fait dans des outils type Power Automate. C'est efficace. Il faut bien les réfléchir pour variabiliser les bonnes choses. Et derrière, la maintenance, elle ne sera pas trop importante. On a aussi tout ce qui est gestion des arrêts de travail, échange avec les services, la caisse primaire d'assurance, par exemple. Ce sont des formulaires également qu'on doit remplir ou déclarer. Et donc ça, on peut également mettre des robots pour interagir avec des services externes à l'entreprise. Ensuite, je peux aller un petit peu plus loin sur la gestion des CV et vous parler de la différence entre
le RPA et l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a un peu une confusion en ce moment, puisque l'intelligence artificielle devient accessible à chacun, assez facilement. Alors, l'intelligence, sur l'exemple du traitement des CV, donc vous allez avoir un robot qui va aller publier une offre sur les dashboards et des candidats qui vont postuler. Vous allez avoir un robot qui va être capable d'aller, par offre, récupérer les CV des candidats et les classer dans un petit répertoire pour l'offre X ou Y. Et ça, vous n'aurez plus à aller vous-même sur le dashboard, c'est le robot qui le fera. Donc, c'est une tâche mécanique précise que le robot va exécuter. En revanche, derrière, vous pouvez faire appel à de l'intelligence artificielle pour aller scanner les CV, scruter les CV, comprendre les CV et vous faire soit des résumés, soit du tri, soit de la priorisation en fonction de critères que vous aurez définis dans votre on va dire, environnement qui utilise l'intelligence artificielle. Et ces solutions-là, là où pour le RPA, on va venir tout définir, il n'y a pas d'imagination dans le RPA, il n'y a pas de créativité du robot. Dès qu'on utilise l'intelligence artificielle, on utilise des solutions qui sont auto-apprenantes et qui vont être capables de traiter, prendre des décisions complexes en fonction de paramètres que vous aurez quand même définis et de cadres que vous aurez définis. Mais on n'est pas dans la même technologie et on n'est pas dans les mêmes objectifs. Voilà pour les exemples. D'accord. Alors, je vais poser des questions, parce que c'est toujours une question. Combien de temps il te faut pour développer un robot et ce que l'on doit envisager en termes de coût? Alors, avec des différences, bien évidemment. Voilà, il y a un robot simple où on doit venir comprendre votre processus, s'assurer que ce que vous nous avez décrit est bien ce qu'il faut faire, la bonne manière de le faire et qu'on ne peut pas le remettre dans un autre environnement applicatif. Si derrière on prend la solution du RPA, développer le code qui va bien, le tester et le monter en production, ça se fait en quelques jours, moins d'une semaine. C'est moins de 3 000 € pour un robot simple. Ça peut aller très vite. Derrière, après, le robot, il peut travailler jour et nuit, on va dire, pour traiter ces tâches-là. En revanche, dès qu'il s'agit de robots complexes, interactions multiples, comme je disais, arbres de décision complexes, il y a un gros travail quand même en amont de bien comprendre et de l'unifier, donc simplifier le processus. Et derrière de développer en se disant que c'est des robots qui vont travailler dans les machines virtuelles. On peut mettre 3 à 4 mois pour les robots les plus complexes qu'on a eu à traiter. Et derrière, on a un budget qui peut être rapidement supérieur à 50 000 €. De mon expérience, je pense qu'il vaut mieux avoir alors c'est mon avis, avoir une multitude de robots simples que des robots très complexes qui vont être difficiles à maintenir. Il va peut-être y avoir un petit peu cet effet boîte noire du robot complexe, c'est-à-dire qu'il va tout faire et nous donner un résultat, alors que quand on enchaîne des robots qui font des tâches simples, c'est déjà plus simple, plus aisé de trouver les dysfonctionnements, s'il y en a. Et puis, quand on a un petit processus qui évolue, et ben on a une petite brique, un petit robot à faire évoluer, alors que quand c'est les robots complexes, voilà. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut développer plusieurs robots élémentaires plutôt qu'un gros robot qui fait tout. Oui, d'accord. Si tu avais quelques points en conclusion à avoir en tête quand effectivement on démarre une démarche de RPA sur les ressources humaines, ce serait lesquelles? Alors, la première, c'est de ne pas croire à l'effet robot magique, donc qui va tout faire. Les robots ne feront jamais tout, donc il ne faut pas être trop ambitieux au départ dans votre réflexion. Il faut être raisonnable, viser vraiment les processus matures, stables et répétitifs. C'est vraiment le cœur de cible du RPA, des choses que vous allez vouloir automatiser.
Derrière, si l'ambition de RPA est importante au sein de votre structure, il faut tout de suite penser à l'architecture cible. Commencez pas à développer chacun dans votre coin des petits robots. Vous allez voir que vos postes vont arriver à saturation assez rapidement. Ça prend du temps. Tout le monde ne développe pas de la même manière et que le jour où vous allez vouloir mutualiser tout ça, vous allez presque devoir repartir de zéro en termes de codage. Donc, tout de suite, voir l'ambition qu'on veut se donner en termes de nombre de robots, enfin de pourcentage de flux qu'on veut traiter. Et derrière, pensez à la solution, à l'architecture cible. Pensez bien à la maintenance. C'est pas neutre. Ça remplace des ressources. Ça fait des tâches à la place de vos ressources. Par contre, il y a des serveurs qui parfois ne fonctionnent plus. Il y a des montées de version d'Internet Explorer. Il y a des petites choses. Votre environnement évolue tous les jours et vos robots vont devoir interagir avec ces environnements qui bougent un peu tous les jours. Donc, il faut vraiment penser à la maintenance. On ne développe pas un robot, on le met en prod et c'est fini, il va marcher ad vitam aeternam. Il y aura vraiment cette question de la maintenance. Et pensez aussi dans votre organisation à créer des nouveaux rôles, puisqu'il va falloir surveiller la qualité de la production des robots, surveiller la productivité des robots, surveiller les chaos des robots, ce qu'il apparaît s'y être à traiter. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut la prévoir dans son organisation. Alors, c'est peut-être pas un ETP à temps plein, mais c'est une charge qu'il va falloir absorber. Et ensuite, il y a toute la partie conduite du changement. Le terme de robot, d'automatisation peut faire peur à vos collaborateurs. Il faut qu'il soit accepté quand vous allez le mettre en place. Il ne faut pas que ça introduise de crainte. Et donc, il faut le présenter comme étant quelque chose qui, derrière, va libérer du temps, en fait, pour faire des choses plus intéressantes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'était remettre de l'humain, etc. C'est vraiment important, ça, la conduite du changement. Bien préparer, investir vos collaborateurs sur la construction du robot. Pourquoi pas sur certains, investir sur la surveillance du robot, est-ce qu'il a bien fait la tâche ou pas. Voilà, c'est introduire les robots comme des nouveaux collaborateurs au sein de votre équipe. Et ensuite, côté RH, si je reviens un peu sur l'ambition, alors c'est pas moi qui ai fait l'étude, mais j'ai lu l'étude et ça me semble tout à fait cohérent. A priori, il y aurait un processus sur 2 qui serait automatisable en termes de RPA côté RH. Donc, parmi ces processus, l'ensemble de ces processus, il y en a des très simples. Donc, je vous encourage à tester sur des robots simples qui vous prennent du temps tous les jours, même un petit peu de temps tous les jours, et tester en fait l'efficacité et la simplicité de mise en œuvre pour faire de vous des convaincus. Donc, testez avant de vous lancer dans un projet trop ambitieux. Ok. On va arriver à la slide des questions. Je ne sais pas si le chat est à votre disposition. On a fait un petit message au début pour vous préciser voilà, toutes les questions. Vous pouvez les poser dans le chat, donc n'hésitez pas. Moi, j'en ai peut-être une première question. En préparant le webinaire, on avait déjà effectivement fait un webinaire sur la RPA dans les métiers de la comptabilité. Oui. Et finalement, quelle serait pour toi la différence majeure entre la RPA en compta et la RPA en RH? Alors, en compta, les robots qu'on met en place, ils sont là pour traiter du flux, du volume, du transactionnel. Et on recherche beaucoup de productivité des robots. Et ils sont là pour nous aider à traiter les dizaines de milliers de lignes ou les millions de données qu'on manipule toutes les semaines ou tous les mois. C'est vraiment des supports à la volumétrie. Côté RH, je le vois comme plutôt des outils qui vont faciliter les interactions entre les différents systèmes, entre les différents services. On est moins sur des robots à
à forte volumétrie et qui vont tourner pendant des heures pour traiter des données, même si vous pouvez faire des robots qui vont vous aider à produire des reporting et à collecter des données, hein, c'est pas le problème. Mais en RH, on est beaucoup plus sur des robots de type interaction. D'accord. Et alors, est-ce que finalement, on ne pourrait pas se dire que la fonction RH, ou les métiers, disons, les processus des ressources humaines sont finalement ceux qui sont les plus faciles pour aborder la RPA? Oui. Si on voulait lancer un sujet RPA, si on se posait la question, finalement, on peut se dire que les ressources humaines et les process des ressources humaines sont peut-être ceux qui sont les plus faciles pour aborder ce sujet-là. Tout à fait. Si votre entreprise veut se lancer dans une démarche RPA, commencez par les RH, commencez par des processus peut-être internes aussi, qui sont assez simples, avec des processus maîtrisés, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur côté RH. Donc les processus sont souvent matures déjà, et les outils sont facilement, côté RPA, on peut facilement interagir, hein, de mon expérience, avec les outils RH. Donc, si une entreprise veut se lancer dans une démarche RPA, les premiers POC, je pense ils sont à faire en côté RH. Ils ont ce côté qualitatif, ils ont ce côté libérer du temps pour remettre de l'humain. Donc, en termes de buying, c'est pas mal aussi, en termes de message, de développer le RPA sur les RH. Et puis après, une fois qu'on est convaincu, se lancer dans des démarches plus ambitieuses sur de la volumétrie et des robots qui tournent pendant des heures et des heures, peut-être côté finance ou supply chain. D'accord. Il y a des choses à faire. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne pense pas. Eh bien, alors de toute façon, on mettra une partie, je pense, de cette présentation en téléchargement avec ton contact, Alexandre, si vous avez des questions complémentaires. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, Alexandre, pour un autre webinaire. À bientôt, Caroline. À très bientôt. Merci à tous.